Plus tarder cette conférence qui démarre avec un petit peu de retard, comme vous pouvez le constater. Je vais vous proposer de vous installer pour lancer le top départ qui va suivre. 3, 2, 1. Voilà, alors je vous rappelle que nous allons parler de politique de l'eau en regard du changement climatique et son adaptation à la politique d'aménagement d'une métropole comme celle d'Aix-Marseille-Provence qui va témoigner devant nous sur ce sujet. Et je voudrais inviter pour ce faire 3 intervenants qui vont s'installer sur cette partie de la scène pour vous faire des présentations respectivement, qui seront suivies d'une séance de questions-réponses qui vous permettra de les interpeller directement. Alors je voudrais inviter sans plus tarder Madame Nadine Florence, qui est chargée de projet au service GEMAPI à la métropole, sous les applaudissements, avec Madame Estelle Fleury de l'Épage Uvonne et Galade Côtier, l'ancien syndicat mixte du bassin versant de l'Uvonne. Merci pour vos encouragements. Et enfin, Monsieur Yassine Hadou, qui est animateur du PAPI et chargé de mission inondation. Voilà, pour les présentations. Je vous laisse vous asseoir sans protocole. Et c'est vous qui commencerez, Monsieur Hadou, si vous le voulez bien, pour nous parler de conciliation entre une logique de projet et une gestion intégrée. Je vous laisse nous faire cette présentation, sachant que nous sommes dans un contexte, fallait-il le rappeler, de changement climatique et d'accroissement des risques naturels qui nous oblige d'une certaine manière à repenser toute cette intégration dans la politique de l'eau. Mais aussi face à l'urgence de restaurer la biodiversité, bien évidemment, il est essentiel de repenser tout cela et de valoriser les fonctionnalités des milieux aquatiques, avec la mise en place de solutions concrètes et de manière urgente, comme nous avons eu l'occasion de le préciser hier à l'occasion du Forum régional de l'eau. Ainsi, depuis 3 ans, votre métropole, tout en organisant et en mettant en œuvre cette nouvelle compétence GEMAPI, s'est engagée politiquement vers une démarche de résilience face aux risques inondations, qualifiés et identifiés comme majeurs sur votre territoire, bien sûr. Monsieur Hadou, je vous laisse commencer avec cette première intervention sur la conciliation, sur comment concilier une logique de projet avec une gestion intégrée. Vous nous direz probablement comment respecter le naturel des choses, notamment les parcours des cours d'eau, comment les réintroduire dans les zones urbaines, comment changer de paradigme dans la gestion pluviale de l'aménagement, autant de sujets que vous allez nous présenter en 15 minutes chrono. Alors, bonjour tout le monde, vous allez bien? Ok. Alors, je regarde qui est dans la salle pour pas dire trop de bêtises. Ok, c'est bon, je vais pouvoir y aller. Alors, bah, écoutez, on est très content d'être là, on va commencer par là tout de suite. Et alors, il faut qu'on dise quand même qu'on a eu l'impression, en arrivant au salon, presque d'être dans une petite erreur de casting, c'est ce qu'on disait, parce qu'on a fait un petit peu le tour de tous les intervenants, et donc il y a plein de choses super intéressantes. Et on s'est dit, waouh, il y a du tuyau, il y a du moins tuyau, et nous, il y a de la pompe, et nous, on va venir parler de tout le contraire. Donc, allons-y. Donc, je vais vous présenter quelques petits projets et un peu la philosophie qu'on essaie d'avoir au sein du syndicat de l'Arc, le SABA, qui deviendra bientôt Épage. Je vais dire Nord, mais je reviendrai un petit peu plus tard. Donc, alors, pour la blague, Nadine Florence, qui est du service GEMAPI, me dit « ça serait bien que tu commences à expliquer la GEMAPI ». Très bien. Donc, Nadine, je vais essayer d'expliquer la GEMAPI. Alors, la GEMAPI, c'est une compétence nouvelle. Ça s'apparente donc, comme on dit, à la gestion d'une partie du grand cycle de l'eau. Et comme son nom l'indique, il y a 2 morceaux dans GEMAPI, GEMA et PI. Donc, moi, bien sûr, je vais toujours un peu prêcher pour ma paroisse parce que je suis très PI, il ne faut pas le dire. Mais l'idée, c'est que la GEMAPI, elle est issue de la loi, voilà, je commence mal, MAPTAM, et donc à travers les 5 items que vous connaissez tous, 1, 2, 5 et 8. Qu'est-ce qui te fait rire, Estelle? Ça fait calme.
Ça fait 4. Oui, exactement. Merci Estelle. Oui, 1, 2, 5 et 8. Donc l'aménagement des cours d'eau, donc tout ce qui est étude hydraulique, l'entretien et la préservation des ripisylves. Tu veux prendre la parole, Nadine? La défense, alors la défense contre les inondations et la mer, c'est pas un terme qu'on aime beaucoup, défense contre, mais on reviendra après. Et enfin, la protection et la restauration des sites et des zones humides. Alors en fait, je vais rentrer directement dans le vif du sujet concernant le SABA. Donc le périmètre d'adhésion au syndicat de l'Arc, vous le voyez, il est quasi intégralement compris dans le périmètre de la métropole Aix-Marseille-Provence, à l'exception de 2 communes qui sont dans le Var, qui sont Pourrières et Poursueux. Donc la grande histoire un peu à l'échelle du SABA, c'est son SAGE. Le SAGE, c'est une grande histoire. Ça a commencé dans les années 90. Un chargé de mission, qui, il me semble, est dans la salle, Claude Olist, je suis obligé de te citer, Claude, s'était lancé dans cette folie, après la loi sur l'eau, d'essayer d'établir un schéma d'aménagement de gestion des eaux. Donc Claude, on te remercie aujourd'hui, parce que nous, finalement, on a hérité de ce SAGE. On en a hérité, on l'a révisé une fois, il a été approuvé donc en 2014, et le SAGE, en fait, c'est un peu notre document et notre démarche fondatrice, à savoir que, alors, techniquement parlant, on a 3 annexes dans notre SAGE, on a un règlement, on a un atlas cartographique et on a un PAGD. Et donc ce SAGE, si vous voulez, il a une portée réglementaire. Il est constitué déjà en termes d'articulation de 3 différents collèges, le collège des collectivités territoriales, des usagers, de l'État et de ses établissements publics. Et le SABA en est donc le porteur. Et donc ce SAGE, je vais essayer d'être poli, il embête les aménageurs parfois. Mais il a été construit aussi avec eux. C'est un peu tout le paradoxe. Donc typiquement, ce SAGE, il est sur plusieurs volets. Alors, il y a plusieurs volets au SAGE. Il y a un volet inondation, un volet qualité, un volet milieu naturel, un volet ressources en eau et un volet, on va dire, un volet social. Ce volet social et pédagogique, il avait une petite part dans le SAGE qu'on a approuvé en 2014. Et le temps passant, les projets évoluant, les besoins se faisant de plus en plus ressentir, on commence à se dire que ce volet social, il faudrait peut-être le revoir. Mais en fait, on va peut-être revoir un peu plus que ça. Donc, techniquement parlant, ce SAGE, il a une portée juridique. Et cette portée juridique, elle est, ce que je disais tout à l'heure, elle peut être embêtante pour les aménageurs, mais derrière, on a un rapport, on va dire, le PAGD, il a un rapport d'opposabilité sur un principe de compatibilité sur les projets, et le règlement, lui, est opposable au tiers. Concrètement, aujourd'hui, en tant que porteur du SAGE, sur les projets, on est sur certains aspects, on a un peu l'impression d'être les empêcheurs de tourner en rond par rapport aux aménageurs. Parce qu'on a quand même mis quelques petits verrous, on a co-construit la chose, mais on s'est rendu compte aussi que les besoins du territoire étaient en train d'évoluer. Et ces besoins, c'est quand même l'intitulé de notre conférence, c'était de redonner une autre place à la gestion des eaux pluviales et à la gestion de l'eau en général. Et là, comme le dirait Céline Véron si elle était là, donc je la remplace aujourd'hui, quand je m'ennuie, je révise le SAGE. Eh bien, c'est un peu la même chose. On s'est rendu compte qu'il fallait qu'on revoie vraiment les choses et on a décidé donc de réviser ce SAGE. Et réviser ce SAGE, c'est aussi prendre en compte donc, toutes ces thématiques nouvelles, essayer de redonner, on va dire, de la place aux cours d'eau à ciel ouvert et avoir une gestion des eaux pluviales qui sont un peu différentes. Donc concrètement, moi, donc je suis amené de temps en temps donc, à donner des avis en tant que chargé de mission sur des projets d'aménagement et j'y réponds au titre du SAGE. Depuis un moment, les demandes que j'ai, ce sont toujours les mêmes. Monsieur Hadou, est-ce que vous pouvez me donner le volume du bassin de rétention? Moi qui ai des problèmes de scoliose, ça règle les choses directement. Concrètement, on a compris qu'on a voulu créer quelque chose de vertueux, on était un peu rêveur quand on a écrit ce SAGE, et on s'est rendu compte que sur beaucoup de projets, on en arrivait toujours à la même logique. Bassin de rétention, tuyau. Donc, dans cette révision du SAGE, on a plusieurs ateliers qu'on lance. Et un atelier vraiment gestion, alors, alternative des eaux pluviales. Si Thierry Métro était là, il me taperait sur le doigt. On considère que ce n'est pas de la gestion alternative, mais de la gestion à la source. Merci. On considère que c'est la gestion qui devrait être
normale ou en tout cas vertueuse. Et c'est pour ça qu'on a lancé des ateliers avec le cabinet ATM de Thierry Métro qui a travaillé donc sur l'atelier des territoires, qui était coporté par l'État et la métropole, et la chance, sur ces sujets-là. Donc en fait, ce sage-là, on va y apporter plusieurs nouvelles réponses, plusieurs nouvelles modifications. On ne sait pas exactement vers quoi on arrivera, mais il y a de grandes chances que sur certains sujets, on soit amené à tout réécrire, potentiellement. Donc tout ça pour dire, on a des projets qu'on essaie de remodeler un petit peu sur le travail, on va dire, gestion des eaux pluviales, ça serait sur éviter de passer toujours par le système tuyau-bassin, partir sur des systèmes avec des nœuds, travailler sur de la rétention à la source, comme tu le dis, travailler sur des micro-rétentions, donc changer de métrique complètement. Ça, c'est quelque chose qui ressort tellement de manière prégnante sur le territoire que tout ce qui est dispositif nouveau, et j'en ai vu ce matin en baladant quand même, hein, j'étais un peu mauvaise langue en disant que je voyais beaucoup de tuyaux, mais il y avait quand même des dispositifs nouveaux auxquels aujourd'hui le sage n'est pas forcément adapté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, sur un projet d'aménagement, si on me dit « Ah ben oui, je veux mettre tel système qui a l'air super innovant », je dis « Très bien, ben moi, eu égard au règlement du sage, ça va rester de la surface aménagée, donc quasi imperméabilisée. » Et ça, on a besoin de revoir. On a besoin de revoir ça. Et deuxième entrée, l'entrée des projets, on va dire, avec un volet social plus développé. Sur Aix, par exemple, on a un projet au niveau de la zone des Milles. Cette zone des Milles, donc le village des Milles, on est parti d'un problème technique, un problème d'affouillement de berges. On pourrait très bien se dire, écoutez, on va y répondre de manière on va dire, systématique, aménagement, protection de berges, et basta quasi. Non, ben écoutez, là, comme on essaie de changer de paradigme, on revoit toutes les choses. Donc, on va reprendre ces 800 mètres, rive gauche, rive droite, et on va travailler sur la perception sociale du risque, sur l'aspect pédagogique, sur la perception du cours d'eau. On va y installer des repères de crues. On va peut-être même y installer des repères de crues en réalité augmentée. Donc là, je fais VRP papy, hein, je suis désolé. Donc tout ça, ce sont des choses, on va dire, qu'on essaie de travailler. Et dans les enjeux, on est bien sûr, comme on le dit, en pleine période de changement climatique. Donc redonner de la place au cours d'eau, c'est quelque chose, au cours d'eau et à l'eau d'une manière générale, c'est quelque chose dont on n'est pas forcément tous des spécialistes à la base. Et pour ça, dans le cadre de la révision du sage, on a besoin de faire des ateliers qui sont un peu... On joue, hein, mais à la fin, on est quand même dans le concret. Donc là, vous voyez la diapositive que je vous ai mise, elle est un peu vieille, hein, bon, pas tant que ça, elle est du mois d'octobre, mais on est en train de faire un jeu qui s'appelle « Ça chauffe sur l'arc méditerranéen », qui est une adaptation d'un jeu qui existe dans les Alpes, qui s'appelle « Ça chauffe dans les Alpes ». Et l'idée, c'est qu'on a fait une liste de diffusion qui est assez large. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent y participer au prochain atelier, n'hésitez pas à venir me voir à la fin de la présentation. Et donc, ce qu'on aimerait faire à terme, c'est de pouvoir faire émerger le plus possible d'idées, de travailler sur cette sensibilisation pour venir nourrir cette révision du sage. Alors, je n'ai pas forcément pris que des projets spécifiques qui sont, on va dire, en cours, en tout cas sur le bassin de l'Arc, mais c'est pour vous donner une première approche un peu de nous, la manière dont on entend le changement climatique, le redonner de la place au cours d'eau, comment est-ce qu'on va le traduire derrière dans notre sage. Et finalement, le sage, après ce que je vous dis là, ça reste pour nous un des documents fondateurs aussi de l'application de la GEMAPI. C'est un socle réglementaire et stratégique. Derrière, on a les contrats de milieu, on a les papis. Mais là, derrière, on a quand même toute cette philosophie qui est aussi très intégratrice et qui édicte vraiment les grands principes qui vont être réglementaires et opposables pour aller vers une gestion plus vertueuse dans un contexte de changement climatique. J'ai fait court, mais c'est pour vous laisser plus de place aux questions. Vous avez tellement respecté votre temps de parole que vous avez pris de court le modérateur. Donc c'est vraiment un très bel exercice. Je vous l'ai dit dès le départ. Monsieur Yacine, merci, promesse tenue. Merci beaucoup pour cette première intervention, suivie de celle d'Estelle Fleury, directrice de l'EPAGE Uvonne et Galade Côtier. Donc pour ceux qui connaissent l'ancien syndicat mixte du bassin versant de l'Uvonne, avec des exemples sur ce bassin versant, de l'Uvonne et des Égalades. Et vous nous parlerez en particulier de revalorisation des cours d'eau, de leur réintroduction dans l'aménagement urbain comme facteur de lutte contre le changement climatique, Madame Fleury.
Non, le micro est ouvert, mais je pense que c'est en régie qu'on va vous D'accord. le... Vous pouvez donner le numéro de votre micro, s'il vous plaît? Le 6. Bon, on va vous en... Prenez-en un autre alors à côté. Le numéro combien? Le 7. Le 5. Tiens, le 5, il marche. Bon, le 5 est le numéro gagnant. Merci Nadine. Bonjour à tous. Donc, je suis directrice du syndicat mixte du bassin versant de l'Uvonne, qui est toujours SMBVH, mais qui est en train de réviser ses statuts. Je vous en parlerai. On est labellisé EPAGE, donc établissement public d'aménagement et de gestion des eaux. Cette labellisation valant reconnaissance de notre capacité technique, financière, organisationnelle à mettre en œuvre la GEMAPI et les missions associées à une échelle cohérente de gestion de l'eau, qui est celle du bassin versant ou des bassins versants de notre périmètre. Donc on intervient aujourd'hui, merci à la métropole, notre principal membre, de nous avoir conviés à venir partager à ses côtés un petit peu de ce qu'on fait, de la façon dont on travaille, puisqu'on travaille étroitement ensemble, hein. Syndicat de l'Arc, Futur EPAGE, Nord Métropole, et puis évidemment service GEMAPI de la métropole. Si ça fonctionne, c'est parce qu'on travaille ensemble et qu'on a une capacité à agir chacun à nos niveaux. Donc notre territoire, quand même, pour prendre 2 minutes pour vous le présenter, c'est celui donc notamment du bassin de l'Uvonne, et l'Uvonne étant le fleuve côtier qui se rejette à Marseille, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Donc, tu as un territoire qui est très contrasté avec, vous voyez la photo en haut des sources de l'Uvonne, qui est un milieu extrêmement préservé et très naturel, très beau. Et puis, une partie aval, donc, qui est aussi belle, qui a du potentiel, mais qui est extrêmement urbanisée et contrainte depuis des décennies. Notre histoire, l'histoire de la gestion, on va dire, intercommunale sur l'Uvonne, elle a démarré en 63. Hein. Enfin, on parle d'inondations aujourd'hui, mais en 63, suite à des grosses inondations, les communes de Marseille, La Penne-sur-Uvonne et Aubagne s'étaient rassemblées pour créer un syndicat pour lutter contre les inondations. C'était vraiment le seul maître mot, c'était le cœur de métier. Pendant des années, alors j'étais pas née, mais on a fait, nous, syndicat Uvonne, on allait avec la DDE envoyer nos gros bulldozers dans l'Uvonne pour tout bétonner, que l'eau elle aille le plus rapidement, le plus facilement, le plus vite possible à l'aval. Il y avait même de la peinture sur les cuvelages pour que ça aille de plus en plus vers l'aval. Donc on a artificialisé, on s'en est protégé, on l'a caché, on l'a couverte aussi sur certains endroits. Et puis de l'eau a coulé sous les ponts. Et donc c'est cette gestion-là que je vais cette évolution que je vais vous présenter rapidement. J'en profite pour vous partager l'extension de ce territoire, du territoire du syndicat de l'Uvonne, qui devrait devenir d'ici quelques mois l'EPAGE UK, Uvonne et Galade Côtier. Sachant que vous voyez en haut à droite, donc vous voyez comment on s'articule territorialement avec le futur syndicat, le futur EPAGE Nord, et puis le syndicat de la Durance. Donc c'est vraiment les trois. Il y a aussi le CIMCRO, bien entendu, le CIMADREM, et on va dire les trois gros en termes de territoire d'adhésion de syndicats auxquels la métropole Aix-Marseille-Provence adhère. Donc on travaille, quand on fait de la réduction du risque inondation, on travaille aussi et surtout de manière intégrée. Donc on développe depuis 2012, on avait lancé en 2012 la mise en place d'un contrat de rivière, de façon à mettre en œuvre le programme de mesure d'usage à l'échelle du bassin de l'Uvonne. Avant 2012, on n'avait pas de, on va dire, gestion intégrée, on restait vraiment sur un volet très inondation, et on arrivait à travailler sur de la replantation, sur de la restauration, mais de façon très très ponctuelle, et on va dire que le volet biodiversité suscitait finalement assez peu l'adhésion de nos élus. Donc il nous fallait trouver un moyen de proposer un package un petit peu global et de proposer des projets qui permettent de travailler à la fois sur la réduction du risque d'inondation et sur la valorisation, et c'est vraiment les sujets sur lesquels on travaille et on s'investit.
Puis l'idée, c'était aussi et surtout de transformer les contraintes en opportunités. Longtemps, certains EPCI, quand ils nous voyaient, j'ai encore la vision, on me croisait dans certains couloirs, on partait en courant, on disait non, c'est encore l'Yvonne, ils vont nous interdire d'aménager. Maintenant, on vient nous voir, on vient nous chercher, on nous dit comment on pourrait travailler ensemble, on voudrait créer un cheminement à bord du Von, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Les choses ont vraiment changé parce qu'on a aussi pu montrer par certains projets qu'on pouvait, que la gestion des cours d'eau, que la biodiversité, qu'un volet GEMA, et puis un volet PIC, on a quand même pas mal... on n'a pas eu d'énormes inondations sur notre territoire quand même depuis des années, donc c'est pas forcément la priorité, mais on a pu montrer que certains projets s'inscrivaient vraiment dans l'aménagement du territoire. Donc la façon dont on travaille sur ces volets, inondations et GEMA, c'est à la base, il faut le rappeler, c'est vraiment l'intervention par l'entretien, un entretien des cours d'eau par des programmes pluriannuels de gestion et d'entretien. Et c'est par cet entretien et par la présence terrain qu'on tisse des liens avec les communes, les riverains, et qu'on peut identifier certains secteurs sur lesquels ensuite on peut travailler plus globalement. Voilà, il nous faut, on a pu développer avec les EPCI, les communes, les partenariats sur l'accompagnement sur tout ce qui est planification ou projet d'aménagement. Et puis vous voyez, j'ai pas noté ce qui est en haut à droite, c'est une représentation paysagère de la future voie verte Uvonne, qui est un projet porté par la métropole qui va permettre d'installer une voie verte de la mer jusqu'à Aubagne et qui est devenu un projet éminemment gémapien et qui se veut constituer avec notre appui un catalyseur de projet Gemapi. Alors je voudrais vous parler sur les 8 minutes qui me restent, vous illustrer un peu, vous parler de 3 projets sur lesquels on a travaillé ou on travaille. Et puis aussi vous montrer, je vais vous montrer que c'est pas toujours non plus évident. Et puis voilà, vous partager ce qui me semble important, qui pourrait peut-être faire émerger quelques questions. Donc cette carte-là, avec tout un tas de cercles, sous ces petits ronds en pointillés ou autres, je ne vais pas vous faire la légende, mais en tout cas, c'est les secteurs sur lesquels on travaille en termes d'études, d'aménagement, de restauration, de réduction du risque inondation, donc vraiment d'études préopérationnelles ou de travaux. Le premier que je vais évoquer, c'est le parc de la Confluence à Rieul, dans le cadre du contrat de rivière de l'Uvonne et de notre réponse à l'appel à projet de l'agence de l'eau Gemapi, donc je crois que c'était en 2016. Nous avions pu mettre en place, donc vous voyez en haut à gauche, vous voyez le profil de la rivière, le profil en travers de la rivière en rouge, donc avant travaux. En fait, on avait vraiment une rivière qui était extrêmement contrainte, une zone de remblai stérile, non fréquentée. Tout ça vraiment dans une zone assez urbanisée, la zone d'un parc sportif, une école, etc. Et donc nous avons pu en fait redonner de l'espace à la rivière en terrassant. Voilà, sur une zone, on a supprimé, on a extrait à peu près 20 000 mètres cubes de terre et on a créé une zone humide. Donc on crée une risberme et permis des débordements fréquents en rive gauche au bénéfice de la rive droite, sur lesquels des riverains, des particuliers sont installés et subissaient des débordements fréquents. Et en parallèle à ça, et c'était vraiment le souhait aussi de la commune, c'est qu'on puisse travailler, qu'on puisse créer de fait une zone de fréquentation permettant d'améliorer le cadre de vie, mais aussi on a pu installer une voie verte, donc qui à peu près sur 1 kilomètre. Donc on a un retour d'expérience d'à peu près 2 ans sur ce secteur-là. Bon, on en est content. Ce que je voulais quand même vous partager, c'est que juste après les travaux, d'une part, on a pu vérifier que l'aménagement permettait effectivement de réduire les débordements jusqu'à une crue décennale, puisque on a eu fin 2019 une crue presque décennale où les riverains auraient été inondés, ils ne l'ont pas été. Bon, pour autant, la rivière, on avait décidé de lui donner de l'espace. Elle a choisi de s'installer beaucoup plus à gauche et donc elle a ouvert en fait un espace public juste au pied des riverains, ce qui a posé quand même quelques soucis pendant plusieurs mois, parce qu'on avait aussi on a eu une rivière en tresse pendant quelques mois. On a cru presque être sur la Durance. Alors c'est vrai que quand on redonne de l'espace à la rivière, on crée de l'espace public et on crée de la fréquentation sur des secteurs qui étaient des cul-de-sac ou qui n'étaient pas habités. Donc ça fait partie des sujets
consensus de gestion des sujets à anticiper aussi quand on crée un projet comme celui-ci. Un second projet dont je voudrais vous dire deux mots, c'est celui qui concerne Marseille. À l'amont, c'est un projet sur 1 km, 1,5 km à l'amont du pont Eckel à Marseille, donc vraiment dans une zone extrêmement urbanisée. Là, on a une zone d'Uvonne qui est marquée par des occupations illégales, des stocks de déchets, et puis alors carrément du non-accès, une impossibilité d'accéder, vraiment zone cul-de-sac au niveau de la berge. Et tout a commencé, comme le disait Diatine tout à l'heure, par le signalement d'un effondrement d'un bâtiment qui avait un problème. Et on a pu, en étudiant l'ensemble, on a pu, on va dire, établir un projet global vraiment de restauration de la rivière sur ce presque 1 km, 1,5 km, en décalant la rivière vers la gauche, en créant une zone humide sur la partie amont que vous voyez en bleu. Donc là, c'est 50 000 mètres cubes de sédiments qui vont être extraits de façon à créer une zone humide là où on a du remblai et permettre d'éviter les débordements jusqu'à une crue décennale. Ce qui est sur notre territoire, on va dire relativement, qui est très ambitieux sur notre territoire vu le foncier qu'on a, et installer une voie verte. Donc la portion de voie verte Uvonne-Marseille-Aubagne va pouvoir être installée ici. Donc c'est un projet qui est inscrit au contrat de rivière et qu'on a pu aussi faire inscrire au PAPI. Notre plan d'action de prévention des inondations, labellisé il y a à peu près 1 an, a inscrit aussi ce projet-là en phase travaux. On a fait une analyse coût-bénéfice et on a pu aussi, grâce au dispositif PAPI, PIiser ce projet qui à la base était surtout essentiellement un projet de restauration. Et puis vous voyez en bas à gauche, c'est une zone de cul-de-sac qui deviendra une zone de déplacement au quotidien, de promenade et de détente. Alors c'est vrai que je vous ai mis là vers la phase travaux en 2022, on est content, mais on a quand même pas mal d'obstacles encore à franchir. Les questions de foncier, donc en rive droite c'est du foncier de riverains particuliers, rive gauche du foncier État, ville, privé. Certains ne savent pas qu'ils sont propriétaires d'un îlot. C'est assez complexe. En tout cas, c'est un projet qui avance et je serais ravie de vous partager un peu plus en détail, on va dire, les rouages les dessous de montage de ce projet. Et puis le dernier que je voulais vous présenter, mais vraiment très rapidement, parce que là on sort de l'Uvonne, on va sur le Jarret. Vous connaissez certainement le Jarret à Marseille, qui n'est pas connu nécessairement pour son volet, pour son aspect bucolique. Toutefois, dans le secteur de la Rose, donc plutôt sur la partie nord de Marseille, on a un secteur d'études de 1,5 km de mémoire, avec une partie plus aval côté La Rose qui est vraiment cuvelée, puis une partie amont qui, elle, quant à elle, est clairement naturelle. Et on s'inscrit, on est venu nous participer à ce projet, porter la partie restauration du cours d'eau, puisqu'il y a un projet de Marseille Rénovation Urbaine et de la métropole dans le quartier de La Rose. Et ça permettra, donc on lance seulement l'étude ici, et ça me permettra de faire la transition, d'amorcer la transition sur les questions de désimperméabilisation. Merci beaucoup Madame Fleury. Merci pour cette deuxième présentation et pour compléter ce tour d'horizon, j'invite maintenant Madame Nadine Florence, qui est chargée de projet au service GEMAPI de la métropole, pour nous parler de désimperméabilisation, pour lutter contre le réchauffement climatique. Tout se tient à travers vos différents sujets et tout est cohérent, tout est interdépendant d'une certaine manière. Alors je vous laisse compléter par votre intervention sur ce thème de la désimperméabilisation. Merci, bonjour à tous. C'est bon, ça marche, c'est ça? Ok, super. Donc, effectivement, comment on passe de la désimperméabilisation à la GEMAPI, ou comment se fait-il que la GEMAPI intègre la désimperméabilisation? Eh bien, c'est donc une coïncidence, une concomitance plutôt de calendrier. En 2018, au moment où se mettait en place cette nouvelle compétence,
Donc, il y avait en même temps ce qu'on appelle la SLGRI. Je sais que je suis en phase de spécialistes, donc je n'explique même pas ce que c'est que la SLGRI. Donc, la DDTM qui réfléchissait vraiment aux grands enjeux du risque inondation sur le territoire. Et qui en est venu, on a identifié en fait le risque ruissellement comme étant le risque vraiment majeur et important sur le territoire métropolitain. Le ruissellement, c'est tous ces axes d'écoulement qui normalement ne sont pas en eau, mais qui vont se mettre en eau lors d'événements pluvieux importants et qui aujourd'hui, en termes d'aménagement, ne sont pas reconnus à leur juste valeur hydraulique. Voilà, on va dire comme ça. Et donc c'est un point qui est apparu fortement. Et du coup, la DDTM en particulier, avec la DREA et l'Agence de l'eau, ont vu qu'effectivement, ce risque ruissellement était vraiment très aggravé par l'imperméabilisation. Et donc, ils nous ont proposé que le territoire métropolitain soit le théâtre d'un atelier des territoires. C'est une démarche nationale sur le sujet « Rendre les villes perméables ». Donc, c'est ces deux calendriers, c'est-à-dire la mise en œuvre de la GEMAPI, c'est-à-dire gestion des milieux aquatiques, prévention des inondations, et de l'autre côté, donc, cette démarche « Comment rendre nos villes perméables » qui ont mis la GEMAPI, on va dire, au cœur de ce sujet, d'autant plus qu'on est sur comment retrouver le grand cycle de l'eau. C'est ça la question de la désimperméabilisation. On a vu tout à l'heure le côté très opérationnel et super des cours d'école, mais le fond, c'est vraiment ce grand cycle de l'eau. C'est ça qui est important. Donc, ce qui a été intéressant avec cet atelier des territoires, c'est que la métropole, à l'issue de ces ateliers qui fédéraient énormément de monde, s'est engagée politiquement par rapport à cette démarche de désimperméabilisation et de ville perméable. Sur des points très précis, elle a dit « Ok, on va le faire ». Et donc, il y avait bien une volonté politique et qu'on a accentuée, qu'on a vraiment renforcée grâce à une volonté politique au niveau de la GEMAPI. C'est-à-dire que cette volonté politique, c'était oui, il y a un enjeu grand cycle de l'eau, il y a un enjeu GEMAPI pluvial important. Donc, est-ce que donc, la compétence GEMAPI va aller sur ce sujet, hein? On sait que c'est très difficile de différencier ce qui est du pluvial et ce qui est du grand cycle de l'eau, etc. Donc, est-ce qu'on va aller sur ce sujet tout en ne tombant pas dans le piège de financer du pur pluvial? On l'appelle comme ça, le pur pluvial. Donc, donc le grand cycle de l'eau et le pluvial que va financer la GEMAPI, ça va être ce pluvial qui déconnecte, qui revient dans un cycle naturel de l'eau. Donc, oui, les élus ont fait ce choix politique d'un montant, un montant de taxes, en plus c'est un choix vraiment doublement politique, qui intègre un programme d'action pluvial GEMAPI. Donc on voit qu'à la base, il y a vraiment cette volonté politique est vraiment très importante sur le sujet de la désimperméabilisation. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux sujets, on l'a dit, on l'a entendu tout à l'heure. Donc dans la désimperméabilisation, il y a l'infiltrabilité des sols et il y a la déconnexion pluviale. Donc c'est là. Voilà, donc la désimperméabilisation et le grand cycle de l'eau. On sait tous les bienfaits de cette désimperméabilisation. C'est que on va favoriser la régulation naturelle en fait des températures grâce à cette désimperméabilisation en restaurant ce grand cycle de l'eau. On va donc permettre cet échange sol-atmosphère. Grâce et donc du coup restaurer le cadre paysager. Et puis, les eaux pluviales ne vont plus ruisseler, donc le risque inondation va diminuer grâce à cette amélioration de l'infiltrabilité des sols. Mais la désimperméabilisation, c'est aussi... donc je reviendrai là-dessus tout à l'heure. C'est aussi la déconnexion pluviale. Donc, en choisissant le chemin hydraulique le plus court, c'est-à-dire le plus court à la source,
pas le plus court en tuyau, eh bien, on va donc recharger évidemment les nappes phréatiques. Mais aussi au niveau de la pollution. Donc, au lieu d'avoir des pollutions concentrées dans le réseau, ces pollutions, déjà l'eau, elle est moins polluée puisqu'elle est infiltrée à la source. Et donc, on va vraiment diminuer, finalement, on diminue toutes ces pollutions du milieu récepteur en particulier. Et il se trouve, la caractéristique de notre territoire, c'est que le milieu récepteur du pluvial, ce sont les cours d'eau. Donc, c'est le milieu aquatique. Donc c'est vraiment important qu'on diminue ce niveau de pollution. Et puis aussi, les eaux pluviales ne viennent plus diluer, quand on est en tout connecté, on va dire, ne viennent plus diluer les eaux usées, en fait, par forte pluie, par temps de pluie. Et donc, finalement, le rendement épuratoire du réseau d'assainissement, il est amélioré grâce à cette déconnexion pluviale. Donc on voit vraiment des enjeux très importants sur ces deux volets de la désimperméabilisation. Donc tout à l'heure, je vous montrais cette photo, juste pour revenir sur les ateliers des territoires qui ont mis en évidence des enjeux caractéristiques de notre territoire métropolitain. Le premier, c'était, mais qu'on retrouve certainement partout dans l'aménagement, c'est les délaissés urbains, en fait, ce qu'on a appelé les interstices. Donc sont extrêmement nombreux et donc ils peuvent être, dans le cadre de la désimperméabilisation, extrêmement valorisés. Souvent, c'est un no man's land foncier, on ne sait pas bien à qui ça appartient. L'usage, on ne connaît pas non plus. Et donc, leur traitement est vraiment très négligé, quoi. Il y a souvent des déchets, etc., quoi. Donc, comment revaloriser tous ces délaissés est apparu vraiment comme un enjeu de désimperméabilisation important. Donc, on sera amené à étudier certainement grâce au dossier dont je vous parlerai tout à l'heure, si j'ai le temps, parce que je pense que je vais pas mal plomber le temps. Juste pour raconter aussi au niveau du pluvial GEMAPI, ce deuxième enjeu qu'on a identifié dans l'atelier des territoires, c'est cette connexion pluviale qui donc, on ramène l'eau, on la concentre et puis on l'envoie. Ce schéma est intéressant parce que c'est les quartiers d'Aix. À gauche, vous voyez, donc on récupère l'eau dans des tuyaux et puis on descend vers le cours d'eau qui est l'Arc. En passant, on traverse l'autoroute avec un grand ouvrage, évidemment, et tout arrive au niveau du Krypton, en particulier le nouveau parking. Donc ça, c'est une logique hydraulique. Revenir au grand cycle de l'eau, c'est possible en milieu urbain. Et c'est cet enjeu-là qu'on a mis en évidence, en diffusant l'eau et en désimperméabilisant. C'est le troisième schéma que vous voyez à droite. C'est-à-dire que la désimperméabilisation s'attache aux petits espaces, en fait. Donc vraiment au micro-aménagement. Donc c'est complètement différent d'une réflexion de gestion hydraulique et où donc l'eau va être considérée comme une contrainte, comme un déchet qu'il va falloir gérer et donc gérer hydrauliquement à travers des calculs, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment une démarche d'aménagement totalement différente et bien globale. Donc là, je vais passer là-dessus. Donc, juste pour expliquer la métropole, comment elle s'est emparée du sujet de la désimperméabilisation, c'est aussi, il y a deux façons de faire. Il y a une approche, on va dire, par le haut, c'est-à-dire au niveau de la planification urbaine, et une approche par le bas, c'est-à-dire au niveau opérationnel. On est dans une urgence climatique. Le temps qu'on le dise, la désimperméabilisation, ce sera trop tard, quoi, hein. Donc c'était important qu'on soit tout de suite dans l'opérationnel. Et ça veut dire changer notre façon de travailler. Jusqu'à présent, l'aménagement, c'est très sectorisé aujourd'hui. On a la gestion pluviale, la gestion des eaux, les espaces publics, la voirie. Tout est bien cloisonné, tout est bien géré, on va dire, techniquement. Mais ce manque de transversalité nuit on va dire
au projet durable, en fait. Ça nuit totalement à cette interdépendance dont on parlait tout à l'heure entre tous, qui fait la valeur de notre environnement. Hein, donc c'est tout ça, oui, c'est vrai, aujourd'hui, il faut déconstruire quelque part, quoi. Donc voilà, donc cette approche, cette nouvelle façon de faire du projet, ben, quand on parle avec le SMBVH, Estelle, quand on parle avec le SABA, on est ensemble en fait sur ce grand cycle de l'eau. C'est un peu ça qu'on voulait montrer à travers cette conférence, c'était ben oui, la restauration des milieux, oui, un dispositif comme le SAGE, contraignant d'un point de vue planification urbaine, d'un point de vue permis, aménagement, etc. Oui, la métropole dans une démarche plus stratégique de désimperméabilisation. Donc tout ça, ça donne une nouvelle approche projet, en fait, hein, une nouvelle façon de faire du projet, et ça donne aussi beaucoup de force, quoi. Donc ça, c'est pour le volet opérationnel, on va dire. Et le volet planification, ben, on va se douter d'outils. Et puis la métropole donc, vient de mettre en service, on va dire, sa base d'occupation des sols. Et on va venir renforcer toutes ces données d'occupation des sols par un diagnostic d'un potentiel de désimperméabilisation. Donc ce potentiel, ben, il va s'attacher autant à ce volet infiltrabilité, c'est-à-dire comment je peux infiltrer au niveau de mes sols, la qualité de mes sols, la nature, les caractéristiques physiques des sols, mais aussi donc la perméabilité, c'est-à-dire comment est occupé mon sol aujourd'hui, quoi. Comment il est urbanisé, quel foncier, quelles contraintes, quel projet. Donc tout le cumul de tous ces critères va nous permettre d'établir des feuilles de route de désimperméabilisation déclinées à l'échelle des communes. Sur la métropole, il y a 92 communes. Et donc, c'est un volet du plan climat avec qui on travaille. Donc, c'est aussi pour montrer la cohérence de la démarche. Le plan climat propose à chaque commune de s'engager sur plein d'enjeux climatiques. Et l'enjeu désimperméabilisation est un de ces enjeux climatiques, en fait. Donc, on va pouvoir venir apporter des éléments techniques sur ce volet-là. Voilà, donc, écoutez, je crois que j'ai un peu fini. Merci. Mais je vous en prie, merci à vous. Merci pour ce complément. Concrètement, je sais, Madame Fleury, que vous avez prévu de nous faire part d'un exemple concret de désimperméabilisation. Est-ce que vous me permettez éventuellement de nous tourner vers la salle une première fois pour savoir s'il y a des questions sur des généralités? Bon, vous l'avez dit vous-même, vous avez un public d'experts, semble-t-il. Vous connaissez pas mal de monde, je suppose, ou presque pas tout le monde. Mais sans préjuger du niveau de connaissance de notre public, je voudrais vous proposer une première fois peut-être de poser quelques questions, si vous le souhaitez, pour éclaircir tel ou tel point ou tel acronyme qui aurait été prononcé. Merci, monsieur. On va vous passer la parole dans un instant. Je sais que vous êtes déjà intervenu ce matin, mais je vais vous proposer de vous représenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. On vous passe le micro immédiatement. Je vous laisse poser votre question, nous dire éventuellement à qui elle s'adresse. Oui, bah c'est à Nadine vis-à-vis de la métropole, mais même un peu plus largement. Donc de ce que moi j'ai compris, c'est que le service, enfin la compétence GEMAPI sera le chapeau. Ensuite, même vis-à-vis des compétences GEPU, donc gestion des eaux pluviales urbaines. Et comment quelle autorité, comment ensuite ça se décline de manière justement pour en venir à de l'opérationnel vis-à-vis des services et vis-à-vis des collectivités ensuite, des conseils de territoire, puis ensuite voilà, comment ça se hiérarchise et est-ce que cette autorité, elle est bien perçue par les territoires, quoi. Et oui, alors, et l'autre petite question supplémentaire, c'est juste vis-à-vis du potentiel, vu qu'on est sur l'arc méditerranéen, qu'on parle de changement climatique, est-ce que le potentiel d'évaporation et d'évapotranspiration des sols est utilisé? Parce qu'on parle tout le temps de perméabilité, oui, c'est ce qu'on peut appeler débit de fuite. Mais il y a un autre débit de fuite qui est l'évaporation et l'évapotranspiration, et il est très important chez nous, et si on l'occulte, en fait, on passe à côté d'une chose qui est l'eau n'ira pas finalement dans la nappe parce qu'elle va plutôt s'évaporer, s'évapotranspirer. Donc voilà, est-ce que par rapport à tout le poids financier que vous avez vis-à-vis des travaux, est-ce qu'il est possible d'intégrer ça dans un travail d'un bureau d'études, quoi?
Bon, alors, question vaste, Oui, tout riche, à fait. et sur lesquelles nous travaillons encore. Donc, alors, la première, donc, sur GEPU, c'est-à-dire la gestion des eaux pluviales urbaines et le lien avec la GEMAPI, c'est effectivement, on va dire, c'est le cœur, comme je disais, c'est le cœur du sujet depuis le début. Et donc, on travaille ensemble avec les services pluviaux, petit à petit, à cette nouvelle approche pluviale, autant au niveau des projets nouveaux, de l'instruction des nouveaux projets, que des schémas directeurs pluviaux, et afin d'identifier les projets qui pourraient, avec une étude plus large, on va dire à l'échelle bassin versant ou sous-bassin versant, une étude hydraulique, finalement, le projet pluvial tel qu'il était inscrit dans un schéma directeur, il apportait une amélioration au niveau du risque inondation. Mais si on dézoome et si on le réintègre dans une réflexion plus large à l'échelle du bassin versant, comment fonctionne vraiment naturellement ce bassin versant, et si on intègre ces travaux pluviaux dans cette dimension-là, on a des meilleurs résultats en fait au niveau des travaux. Mais nous commençons juste à travailler là-dessus, donc sur la base de ce qu'on a appelé un logigramme, donc qui fédère les services. Alors après, donc conseil de territoire, métropole et tout, c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui, mais on a la chance, ça c'était une autre volonté politique importante de la GEMAPI. Donc la métropole a voulu garder cette compétence GEMAPI à l'échelle métropolitaine, justement pour une cohérence dans l'aménagement, dans les enjeux d'aménagement. Ne pas redescendre, entre guillemets, à l'échelle des conseils de territoire, à des échelles administratives complexes. Donc, mais rester directement en lien avec le terrain, on va dire, et comment on va faire vraiment de la GEMAPI à l'échelle métropolitaine. Donc, ça nous donne du coup, on n'est pas tributaire d'une structure administrative. Nous restons en cohérence avec les bassins versants, en fait. C'est-à-dire avec une cohérence physique, cohérente bien sûr, mais voilà, qui a du sens du point de vue du grand cycle de l'eau. C'est surtout ça qui est important. Donc réintégrer la gestion pluviale dans le grand cycle de l'eau, c'est ça l'enjeu de la GEMAPI. Alors ça répond peut-être pas complètement techniquement, mais j'ai donné 2 ou 3 pistes en fait, pour pas être trop longue. Non, merci Madame Florence. Monsieur Hadou, vous voulez ajouter quelque chose? Ça marche. Le qui finance quoi, c'est une question très difficile en ce moment. Et c'est vrai qu'à la métropole, donc il y a des ateliers qui sont en train d'être menés. Donc, je ne vais pas me tourner vers toi, Olivier, tout de suite, ça va t'embêter. Mais c'est vrai que qui finance quoi, la frontière entre ruissellement, pluvial, elle est quand même assez ténue. Et donc du coup, là on est vraiment en train de, avec la métropole et les services pluviaux bien sûr, en train de travailler sur une cartographie. Donc qui n'est pas la cartographie des DTM des cours d'eau, mais qui est une cartographie qui va amener à dire voilà, quel bout, quel tronçon, quel talweg, qui va financer quoi. Et ça, c'est une question qui est vraiment difficile et qui se voit à l'échelle de tous les projets, de tous les talwegs. Donc, c'est juste pour compléter et dire voilà, il y avait un travail qui était en cours là-dessus, auquel nous, on est associés en tant qu'épage avec les services pluviaux. Mais c'est vrai que c'est une très bonne question que vous soulevez, en tout cas. Donc, ça va pour la réponse? Ouais. Oui. Donc, oui, pardon. La deuxième. Deux mots sur la deuxième partie, c'est-à-dire sur la place de l'évapotranspiration. Oui, l'évapotranspiration. Voilà. Tout à l'heure, vous avez peut-être un schéma je ne pouvais pas parler de tout. Donc, voilà. Donc, quand j'ai parlé de la base d'occupation de sol là, et de ce diagnostic de potentiel des imperméabilisations, on va le croiser avec un dossier que mène également la métropole sur les îlots de chaleur, en fait. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'évapotranspiration a effectivement un rôle très important dans la revégétalisation et donc la lutte contre les îlots de chaleur. La désimperméabilisation doit être en lien avec ça. Et donc, ça va faire partie de notre feuille de route de travailler sur les îlots de chaleur identifiés. Donc, par exemple, alors c'est sur le CT1 en particulier, mais vous voyez, on a identifié, ça y est, c'était peut-être pas... Allez peut-être pas aller si loin pour les identifier, mais en tous les cas, ils sont cartographiés. Aujourd'hui, ces îlots de chaleur, et donc on va travailler sur ces sites prioritaires. Pour moi, l'évapotranspiration, c'est vraiment aussi la prise en compte de l'eau et de la valeur de l'eau
voilà, dans son cycle. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose de très positif et de très important. Et par exemple, je voulais citer en exemple le canal de Marseille, les canaux qui sont importants. C'est une donnée très importante, hydraulique, pas hydraulique, mais de l'eau dans la ville, hein, le canal de Marseille qu'on voit dans les quartiers, etc. Et quand on voit la végétalisation autour des canaux, il contribue aujourd'hui à la lutte contre les îlots de chaleur. Moi, ce qu'on me dit, c'est que comme c'est de l'eau potable, donc on peut pas, ça fait pas partie du grand cycle de l'eau. Voilà, on valorise pas quoi. Hein, ça. Et on peut couvrir, et on va couvrir pour plein de raisons, pour protéger cette eau, on va la couvrir au lieu de la laisser à ciel ouvert. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, il y a des quartiers qui sont encore vivables parce qu'il y a ce canal qui traverse les quartiers de Marseille. Quoi. Merci Madame Florence. Monsieur Robéry, François Robéry de l'Agence de l'eau, il ne vous aura pas échappé que j'ai proposé à l'hôtesse de vous confier le micro parce que je vous ai vu opiner du chef tout à l'heure à propos de cette question sur l'évapotranspiration. Vous approuviez l'interlocuteur précédent. Et je voulais vous demander si des mesures ont été faites dans la région pour connaître le rôle ou la contribution de l'évapotranspiration dans la lutte contre le changement climatique, certes au sens large, mais pour venir en complément de la désimperméabilisation, par exemple, dans la lutte ou la prévention des inondations. Alors, je pense qu'il y a des travaux qui ont été faits, l'université d'Avignon en particulier, qui a travaillé sur les toitures végétalisées, hein, si tu veux. Donc il y a des travaux qui ont été conduits, et c'est effectivement, et Nicolas a tout à fait raison de souligner ce point, parce que qui est important. L'eau qui tombe, quand elle tombe sur un sol qui est totalement imperméable, elle ruisselle. Quand elle tombe sur de la végétation avec les trois strates, les arbres, les arbustes et puis les strates herbacées, par exemple, oui. Eh bien, il n'y en a qu'une partie qui arrive au sol. Il me semble qu'il y a des études qui ont été conduites, en particulier à Paris, qui montrent que, en fait, suivant le niveau de puits, mais on peut arriver au niveau du sol, à avoir qu'une fraction qui est inférieure à 50%, suivant le niveau de puits qui arrive et qui doit être infiltré. Donc effectivement, c'est un point important. Quand on travaille sur les toitures végétalisées, on a eu du mal, nous, des discussions avec notre siège, en leur disant, mais les toitures végétalisées, bien sûr qu'on n'infiltre pas. Mais nous, ici, à Marseille ou à Toulon, etc., quand on a 4 jours de Mistral, qu'il est tombé 40 mm, c'est 4 cm, quoi. Eh bien, il y en a une grande partie de cette eau qui s'est évaporée, quoi. Et en fait, elle ne va pas dans les tuyaux. Et ça, c'est intéressant. Et c'est ce qu'on recherche. Oui, très bien. Oui, c'est intéressant. On parlait d'évapotranspiration au niveau des plantes, les phénomènes physiologiques des plantes. Ouais. Mais là, vous parlez d'évaporation pure avec de l'eau qui est stockée sur les feuilles, par exemple. Ouais. Mais on a besoin de progresser sur cette connaissance-là. Il y a des études qui sont conduites. Bon, nous, ici, à Marseille, peut-être qu'on est un peu en retard, entre guillemets. C'est-à-dire que, bon, comme à Lyon, par exemple, il y a des organismes qui travaillent depuis l'OTU, depuis beaucoup de temps sur ces sujets. Il y a un plan national. Alors, il y a beaucoup d'actualités sur la désimperméabilisation actuellement. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des webinaires, ou je ne sais pas, sur la désimper. Il y a un plan national qui vient de sortir. Il est sorti en novembre sur la gestion. Alors, on ne parle pas de désimperméabilisation, on parle de gestion durable des eaux pluviales. C'est une appellation qu'on préfère quelque part. Et dans ce plan, il y a plusieurs axes, il y en a 4, et il y a un axe qui vise à développer ce volet études, connaissances, etc. Les questions qui nous remontent, la pollution des nappes, on est sur des secteurs, nos interlocuteurs sont un peu réfractaires, ou en tout cas réticents, vis-à-vis la nappe de l'Accro. Vous voulez vraiment favoriser l'infiltration. La nappe de l'Accro, elle est utilisée par 100 000 personnes pour l'adduction d'eau potable. Nous, on a beaucoup d'inquiétudes là-dessus, quoi. Ouais. Dernièrement, j'étais à Avignon. C'est un autre sujet, et on a besoin d'avoir des réponses à tout ça. Quand on infiltre en ville, les fondations des bâtiments, c'est pas trop bon d'aller mettre de l'eau là au pied des bâtiments. Donc, il faut que l'on progresse sur ces sujets-là. Et donc, le plan national, il comporte un axe qui est fait pour ça. Merci beaucoup pour cette précision. Si vous le voulez bien, avant de passer à d'autres questions, je vais inviter Madame Fleury à nous faire part de l'ultime
présentation qui était prévue dans cette séquence, si vous le voulez bien, en illustration. Oui, ce sont juste 2 diapos qui faisaient écho, on va Très dire, bien. qui illustrent. On parlait de projet, d'opérationnel, de comment on travaille. Ah non, je ne vais pas dans le bon sens. Ah si, c'est bon. Oui, comment on travaille avec les services pluviaux, notamment pour travailler sur de la désimpère ou de la non-impair, ou du moins une gestion innovante des eaux pluviales. Donc, on va ici sur... j'ai pas de pointeur. Alors, vous voyez l'encadré qui est tout en bas, au milieu du bassin versant, au niveau d'Aubagne. L'encadré restauration du Foge Maïr et mise en œuvre du schéma global gestion des eaux. Donc, on est sur Aubagne, en plein cœur du bassin versant de l'Uvonne. La zone d'activité des Palus, peut-être vous la connaissez. Et on est dans le cadre d'un projet en cours d'aménagement d'une zone d'activité économique Corne-Salée. Donc c'est un projet qui est porté par la métropole dans le cadre d'un PUP. Donc on est vraiment sur un projet, un partenariat public-privé, mais ce n'est pas un PPP, c'est un programme urbain partenarial. Donc avec des aménageurs propriétaires de parcelles qui souhaitent aménager, puis évidemment des espaces publics aussi à aménager. Et c'est vrai que les premières discussions il y a 2-3 ans avec notamment la métropole et les conseils de territoire, c'était tiens, il y a ce cours d'eau là, le Foge, qui passe en plein milieu de la zone d'activité. Donc c'est ce qui a permis que nous soyons en fait associés, que l'on pense à nous pour parler, pour voir qu'est-ce qu'on va en faire de ce cours d'eau là, il nous embête un peu quand même. On dit on va voir si on peut pas le restaurer, si on peut pas préserver des zones de berge. Mais en tout cas, pour vous parler de la désimpère, les collègues du conseil de territoire disaient écoute Estelle, on a tout prévu nous pour la gestion des eaux pluviales, on va faire de la rétention sous voirie, on va être bien là comme ça. Et puis on dit quand même, est-ce qu'on pourrait pas faire autrement? Mais après, le Yaka Faucon, il est facile de dire pourquoi ils font pas autrement. Donc en fait, on s'est emparé, on a sollicité l'agence de l'eau, on avait inscrit au contrat de RER une fiche action en partenariat avec justement le conseil de territoire du pays d'Aubagne et de l'Étoile, qui s'intitulait aménager autrement, aménager en prenant en compte petit et grand cycle de l'eau. Et en fait, cette fiche action, elle n'était pas ciblée sur un projet particulier. On attendait qu'il y ait un secteur qui constitue l'opportunité d'étudier précisément les choses. Et on s'est dit, pourquoi pas. Donc, l'agence de l'eau a été très réactive pour nous aider. Et puis, notre établissement, donc le syndicat Luvonne, étant en mesure de lancer un marché dans des temps records, a pu en 2 semaines lancer un marché d'études, une étude de faisabilité d'études de faisabilité de la gestion des eaux pluviales alternatives, quelque chose comme ça. Et en fait, on a pu démontrer qu'il était possible de faire une gestion des eaux pluviales sans tuyaux, sans bassin de rétention sous voirie, avec du 0 tuyau, en étant en total aérien. Donc, ça ne veut pas dire qu'on peut le faire partout. Et suite là, ça s'y prêtait, quoi. Voilà, tout à fait. Et donc, cette étude-là a permis... En fait, après, c'est bien de faire l'étude, mais ensuite, il faut convaincre les aménageurs privés et publics d'aller dans la mise en œuvre. Et c'est sur quoi on est allé avec l'appui de la ville d'Aubagne et de la métropole sur on va dire un consensus et une révision du PLU qui s'en est suivi, parce que le PLU n'imposait absolument pas ce type de gestion des eaux pluviales. Et on a proposé aux aménageurs privés de prendre en compte qu'il y ait la collecte des eaux pluviales entre le décennal et le trentenal prise en charge par les espaces publics, et en demandant aux espaces privés de prendre en charge les pluies décennales avec du 0 tuyau. Et on est en cours de maîtrise d'œuvre avec un marché d'AMO qui accompagne aussi les aménageurs privés pour les aider allez-y, au lieu de leur dire débrouillez-vous, mettez ça en place. Il y a tout cet accompagnement en consensus et voilà pour l'illustration. Merci beaucoup. Je me posais la question, on a évoqué à plusieurs reprises les coûts au cours de ces conférences. Évidemment, c'est un impératif pour un certain nombre de structures, de maîtres d'ouvrage. Je me demandais en termes de retour sur investissement, dans toutes ces techniques liées à la désimperméabilisation ou à la non-imperméabilisation, est-ce qu'on a un certain recul maintenant, on a quitté l'ère du tout tuyau, parce que, comme le faisait remarquer M. Hadou, malgré les apparences, les choses évoluent, les choses bougent, y compris les acteurs spécialisés du tout tuyau qui s'orientent vers de nouvelles solutions pour répondre à ces objectifs et à cette demande. Est-ce qu'on connaît
les mesures qui présentent le meilleur retour d'investissement. Je dirais que voilà, pour 1 euro investi, quel est le résultat le plus pertinent, le plus tangible? Alors moi, je vais juste vous donner des éléments de réponse sur ce projet. Peut-être que Nadine a des éléments de réponse un peu plus globaux, mais en tout cas sur ce projet, puisqu'on a étudié, on a étudié différents scénarios, la gestion en 0 tuyau était 3 fois moins coûteuse en termes de coût d'investissement que la mise en place de rétention sous voirie ou de tuyaux enterrés. D'autre part... Alors ça, j'allais dire, il n'y a ça, pas c'est photo, on est à peu près d'accord. Mais Oui. je voulais dire, entre techniques de désimperméabilisation, vous avez cité par exemple la possibilité de stockage sous voirie, des choses comme ça, ou certains revêtements de surface, des enrobés filtrants, etc. Enfin, il y a plein de techniques comme ça. La végétalisation, les pavés, enfin toutes sortes de choses. Donc je vois que M. Hadou a peut-être une idée sur la question, je ne sais pas. Y a-t-il des choses qui sont connues pour être particulièrement rentables, entre guillemets? Alors moi non, c'était pas forcément un retour d'expérience là-dessus, mais j'étais en train de mouliner un petit peu là dans ma tête. C'est vrai que les projets sur lesquels on a été associés, ça va. La difficulté quand on essayait de prôner justement le non tout tuyau, ça a été de nous dire non mais attendez, si je dois faire ce que vous me dites, je ne vais pas pouvoir mettre autant de bâtiments que ce que je voulais sur mon projet initial. Ah oui. Donc en fait, c'est bon. Le terme d'optimisation commerciale, les aménageurs l'aiment pas. Mais bon, la dernière fois que j'ai utilisé en réunion, je me suis fait taper sur les doigts. Mais sincèrement, moi, ce qu'on me disait à chaque fois, attendez, là, vous nous dites de faire du ciel ouvert, etc. Donc concrètement, je voulais mettre 6 bâtiments sur du logement collectif. Je peux en mettre que 5. Et là, derrière, c'est là où on rentre dans une espèce de un bras de fer, mais une négociation. Et en fait, un acteur qu'on n'a pas forcément mentionné tout le temps, c'est l'État. Avec un État, je trouve, fort. Et je pense que dans le département, là, notamment au niveau du pôle risque, on a quand même de la chance d'avoir les interlocuteurs qu'on a. En tout cas, c'est ma petite expérience, qui justement vont aussi dans notre sens. Donc, mais ça engage effectivement une négociation qui peut être assez tendue. Voilà. Donc, à voir. Oh oui, très bien. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle, parce que cette rencontre est interactive, si quelqu'un souhaite compléter ou répondre. Monsieur, vous avez peut-être des éléments de réponse là-dessus. On va vous passer un micro. Je vous laisse vous présenter. Merci d'avance pour votre contribution. Bonjour, Olivier Vignoul, société SCE. Je complète juste le propos, parce qu'en effet, les techniques alternatives en gestion durable des eaux pluviales sont beaucoup moins coûteuses que le tout tuyau. Par contre, Yacine a tout à fait raison d'invoquer le fait qu'elles sont quand même... Elles demandent de l'espace. Et donc, en effet, elles limitent les emprises aménagées futures. Et un peu contradictoire de la densification, par exemple, dont on parlait dans la conférence précédente. Sur le bassin méditerranéen, quand on a étudié énormément de zones d'activité avec la gestion durable des eaux pluviales, on s'aperçoit qu'on est à minima sur 25% de surface supplémentaire nécessaire. Voilà, qui est nécessaire pour cette gestion durable si on veut avoir des choses paysagées, végétalisées. Voilà, donc c'est quand même, en effet, quelque chose un facteur limitant pour vous. Qui peut être perçu comme une contrainte par les aménageurs. Après, on a tout un tas d'avantages en termes de qualité de vie des zones aménagées qui font que ils arrivent à le vendre sûrement plus cher que ce qu'ils leur est vendu. Il y a d'autres plus-values. Mais voilà, il faut faire attention à ne pas être trop manichéen et trop binaire. Oui, sur je ne pense pas que ce soit le cas. J'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de nuances dans les propos. D'être absolument certain que cette gestion durable, elle a des économies en termes d'entretien futur, même si souvent les réseaux pluviaux ne sont pas entretenus. Mais globalement, elle a des contraintes. Voilà, elle est très vertueuse dans son aménagement. Merci, monsieur, pour cette temporisation, en quelque sorte. Donc, c'est là où on voit qu'on ne peut pas raisonner oui, non, de manière binaire. Blanc ou noir, oui. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de ne jamais perdre l'objectif de vue, en fait. L'objectif, il y en a un, c'est la réduction du risque inondation par ruissellement, qui est très fort. Et donc, de toujours remettre les enjeux d'aménagement. Oui, ce sera moins dense à cet endroit-là parce qu'il y a un risque inondation. Et donc, que les aménageurs comprennent qu'on va privilégier effectivement maintenant la diminution du risque inondation. Et donc, remettre tous les enjeux de la désimperméabilisation. C'est pour ça, on parlait tout à l'heure, oui, effectivement, ça ne va pas du tout dans le sens de la ZAN, la zéro artificialisation, l'objectif de zéro artificialisation nette, mais c'est parce que la désimperméabilisation, comme son nom l'indique, va se préoccuper plutôt de l'existant
que du neuf en fait. Dans l'existant, je prends pour exemple, et ça nous permettra comme ça c'était notre conclusion, les zones d'activité par exemple. Les zones d'activité sont imperméabilisées à 80% aujourd'hui. Donc il y a peut-être une autre façon, et elles sont existantes. Ouais, donc vous voyez, donc il y a un potentiel de désimperméabilisation, donc il y a bien une stratégie quelque part à mettre en place et qui prend en compte le volet projet d'aménagement, on va dire, de futur de la métropole, quoi, hein. Donc on ne peut pas comme ça réfléchir juste sur un argument ou un enjeu, etc. Vous nous Mais dites, c'est comme dans important. l'économie d'énergie, par exemple, des bâtiments, certes, les nouveaux bâtiments sont plus économes que les anciens, mais il reste beaucoup à faire sur les anciens, sur le parc ancien. C'est un Et peu donc, ça. voilà, c'est un peu cette Mhm. idée, si je vous Tout à entends fait, bien. ouais. Monsieur Hadou? C'était pour rebondir sur ce que disait Olivier, tu as tout à fait raison. Quand on va regarder l'aménageur dans les yeux en lui disant bon, ben voilà, il va falloir revoir peut-être un peu votre projet, lui fait son ACB, son analyse coût-bénéfice, en disant attendez, un bâtiment de moins. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a des projets qui ont pu être modifiés en ce sens, et avec encore une fois l'appui de l'État, et d'autres projets qui ne sont toujours pas sortis. Parce que l'État, justement, arrive à bloquer ou à freiner. bloquer, voilà, ou à- freiner en tout cas. Après, derrière, s'engage une discussion qui est, on va dire, pas forcément évidente, parce qu'on a l'aménageur, qu'il soit public ou privé, on a la commune, on a l'État, on a nous, parce qu'on répond au titre du SAGE sur des gros projets, le SABA. On a encore tout un tas d'acteurs autour de la table, et c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident. Mais allons-y, hein. Voilà. Merci pour vos messages. Encore une question de la salle éventuellement, madame, je vous en prie. Alors, on va vous passer le micro après l'avoir préparé pour votre sécurité sanitaire. Juste, Karine, avant que tu prennes la parole, est-ce qu'il y a des aménageurs dans la salle? Non, Tant pis. je me disais justement en vous écoutant s'ils avaient été présents, ils auraient peut-être eu la tentation d'intervenir. Désolée Madame. Yacine, désolée. Non, je suis pas- désespérément pas. Alors tout le monde vous connaît, Oui, pardon. semble-t-il, Non, mais non, non, ou non, beaucoup de du monde, mais Je suis Karine Viciana, je travaille à la Maison régionale de l'eau. Et moi, j'avais une question plus sur, François Robéry l'a abordé brièvement, sur l'aspect qualitatif. Et je m'interroge vraiment sur cette grande désimperméabilisation des zones urbaines. On sait ce que contient aussi le tissu urbain en termes de métaux lourds, HAP, nanoparticules, d'hydrocarbures, etc. des huiles, etc. Et de favoriser justement cette désimperméabilisation. Est-ce que ça risque pas d'altérer justement la qualité de nos eaux souterraines avec une hydrogéologie assez mal connue aujourd'hui de toutes ces connexions qui font que, et ces ressources en eau souterraines qui sont assez stratégiques dans le cadre de l'alimentation en eau potable de certains territoires. Donc voilà. Madame Fleury. Oui, effectivement, c'est un gros volet à prendre en compte, et d'où l'aspect, enfin c'est bien de travailler sur les projets, d'avancer, mais il est incontournable d'avancer en termes de connaissances, d'acquisition de la connaissance sur le fonctionnement de nos milieux aquatiques et sur les liens avec les nappes souterraines. À notre niveau, enfin, sur le bassin de l'Uvonne, on a engagé là, dès cette année des études sur les liens entre justement les cours d'eau, la nappe alluviale et les différents compartiments d'eau souterraine. Et effectivement, on a sur notre secteur une masse d'eau stratégique pour une future alimentation en eau potable qu'il convient absolument de préserver d'un point de vue qualité. Donc il est très important d'un point de vue aussi de la planification sur l'aménagement du territoire, de définir les zones aussi qui sont propices à... il y a certaines zones sur lesquelles il y a de l'infiltration et de la connexion à ces masses d'eau souterraines stratégiques sur lesquelles il faut certainement agir avec prudence. Et la désimperméabilisation, c'est du cas par cas aussi. Donc avoir une stratégie globale, c'est important, mais il faut l'alimenter en termes de mise en œuvre opérationnelle par l'acquisition de connaissances. Et en tout cas, le lien entre toutes ces études et tous ces partenaires est vraiment incontournable. C'est vraiment le nerf de la guerre. Vous nous dites en creux, finalement, quelque part, si on vous entend bien, qu'à contrario, il y a beaucoup de zones à étudier qui, a priori, ne présentent pas le même risque. Qui mérite d'être désimperméabilisé prioritairement, quoi. C'est ce que vous nous dites. Oui, tout à fait. Il y a une vraie priorisation à faire en fonction de la maturité des projets, puis de la configuration globale sur les 3 dimensions. Puis comme le disait Estelle, voilà, je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas que ça devienne un dogme non plus, comme on a vu d'autres dogmes surgir. Voilà. Pour être remis en cause quelques années plus tard, ou voilà, pour être contredit. Comme le disait bien Estelle, sûr. Voilà, il y a vraiment du cas par cas, ce qui marche à une unité.
voilà, ne marche pas forcément par ailleurs et il faut rester prudent aussi. Bien sûr qu'il faut désimperméabiliser, bien sûr que la prévention des inondations passera par l'infiltration, mais à un moment donné, voilà, il y a des enjeux. Les enjeux sont multiples, notamment sur les ressources en eau stratégiques souterraines. Et voilà. Donc, merci madame. C'est l'opinion que je me suis forgée de manière générale en observant les échanges sur ces sujets depuis quelques années. C'est que nous sommes aujourd'hui un peu plus dans la nuance et dans l'observation pragmatique et objective pour ne pas tomber justement dans des dogmes qui ont pu nous causer des problèmes par le passé. En tout cas, vos témoignages et vos échanges en témoignent, hein, c'est ce que je voulais dire. Encore une question, monsieur. Alors, je commence à vous connaître un petit peu depuis ce matin, mais je sais que vos questions, elles sont souvent à plusieurs étages, hein, donc je vous laisse être synthétique, s'il vous plaît. En fait, ce n'était pas une question, c'est juste pour rebondir et pour pas qu'on reste sur ce mot de la fin. Alors déjà en termes de connaissances, moi je vous conseille de lire c'est une thèse, c'est Damien Tedoldi, il a fait sa thèse sur la pollution des eaux pluviales et le lien avec le sol. Cette thèse a permis d'écrire un document, alors j'ai plus le nom du guide, mais en tapant eau pure, c'est un organisme à Paris, ils ont rédigé un guide sur l'infiltration justement des eaux pluviales. Et en gros, mais globalement, avec 1 mètre de sol, on a suffisamment de phénomènes d'absorption, de phénomènes et par les champignons mycorhiziens, et par les bactéries, et par même la phytoépuration. Après, il faut faire le terme phytoépuration, là, il faut faire. Enfin, Oui, oui, oui. Voilà, il y a juste les milieux karstiques sont à prendre en considération. Il y a le gypse. C'est-à-dire si vous avez du gypse, il peut y avoir du coup des phénomènes de dissolution et là vous créez des cavités. Les argiles, il faut se dire que c'est l'opposé. Il y a une fausse idée qui est de se dire il ne faut pas infiltrer. Ben non, en fait, ce qui dégrade les bâtiments, c'est le retrait, pas le gonflement des argiles. Donc si votre taux d'humidité il est constant, ben, vos argiles ne vont pas évoluer. Ça ne pose pas de problème. En fait, c'est juste pour ne pas rester avec oui, oui, tout à du fait. cas par cas. Non, c'est pas du. Vous avez raison. Oui. Il y a plutôt quelques cas particuliers qui font qu'on ne peut pas infiltrer à la source, mais globalement, on peut infiltrer la majorité du temps. Quoi. Je peux. Alors, Madame Florence. Voilà, pour continuer à conclure. Et puis pour terminer, voilà, on va conclure quand même, parce que là, nous sommes. Donc on a pris un espace de liberté, mais ce qui est tout à fait passionnant. Hein, mais... On s'est associé avec l'université pour faire un cycle de recherche, enfin, je sais pas, donc sur l'infiltrabilité des sols au niveau de la métropole, donc qui prend effectivement en compte vraiment la présence du karst, des karsts et donc qui va nous permettre. Donc elle a travaillé, enfin c'est donc une étudiante qui a déjà travaillé sur un petit secteur du côté du technopole de Château-Gombert, un secteur mixte, c'était avec le bas de massif de l'Étoile et une partie très urbanisée pour voir un peu. Hein. Donc l'idée c'est de caractériser la typologie de l'infiltrabilité en fait, hein, donc en fonction de la nature du sol, le karst, etc., etc. Il y a différents types comme ça. Donc il y aura a priori quatre types et puis ensuite des sous et voilà, et d'en tenir absolument compte dans ce potentiel de désimperméabilisation. J'imagine que des structures comme le BRGM par exemple ont des référentiels là-dessus, je suppose. Tout à fait. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Écoutez, on va considérer que c'est le mot de la fin. Nous avons bien compris l'intention qu'il y avait dans les dernières interventions pour rééquilibrer les choses ou tempérer par rapport à certains propos qui ont été tenus. Mais encore une fois, comme je vous le disais, les propos sont très mesurés de la part des uns et des autres de nos intervenants. Je voudrais que nous remercions ensemble par quelques applaudissements Estelle Fleury, Nadine Florence et Yacine Hadou. Merci beaucoup pour votre venue, pour votre disponibilité et pour ces échanges particulièrement riches. Merci, bon appétit à toutes et tous. Et puis pour ceux que ça intéresse, rendez-vous tout à l'heure à 14h pour parler d'eau et de solidarité à travers le développement d'une coopération décentralisée sur les enjeux de l'accès à l'eau dont nous parlerons entre 14 et 15h30 environ tout à l'heure.